Dans ce contexte de concentration extrême des capitaux, de domination des transnationales, du secteur financier, enfin de cet appareil très fort qui est instauré au niveau mondial, comment on peut voir les possibilités de déconnexion maintenant? Oui. Bon, la Chine déconnecte en douce. Hein. Elle ne déconnecte pas en termes... La déconnexion ne se marque pas par un déclin de ses exportations. Elle est associée au contraire à une croissance de sa part dans les exportations à l'échelle mondiale. Hein. Donc, on a l'apparence d'une non-déconnexion, mais d'une connexion en profondeur. En réalité, derrière cette intégration apparente, par, comme je le disais, la vente de mauvais jouets, etc., à côté de cela, dans le domaine technologique, qu'est-ce que c'est qu'ils font? Une déconnexion. C'est-à-dire, bien sûr, on prend et on apprend, hein, mais ensuite, on développe rapidement. Quels sont les rapports de la Chine avec le capital des monopoles? C'est ça qui les rend fous. Avec les, bon, ils y vont pour des profits à court terme, mais ils savent que c'est à court terme, parce que les Chinois leur imposent, d'être associés au capital privé ou d'État, et même si c'est privé, il est contrôlé par l'État chinois. 2, de ne pas utiliser seulement de la main-d'œuvre, mais utiliser des cadres techniques chinois qui donc vont apprendre. Et pas apprendre le management, mais apprendre la technologie. Et troisièmement, dès qu'ils ont capté la technologie, ils disent bye-bye, on vous rembourse vos capitaux, vous partez et c'est à nous. Et ils développent par eux-mêmes. Ça, c'est la déconnexion. Mais la nouvelle déconnexion. Oui. Maintenant, ici en Amérique latine, en particulier en Amérique du Sud, il y a un processus d'articulation, une vision d'économie endogène, des territoires endogènes. Par exemple, en Amérique du Sud, on voit les territoires UNASUR, de l'Union des Nations du Sud, comme une possibilité d'articuler la déconnexion du capitalisme maintenant. Comment vous voyez ces possibilités concrètes? Écoutez, moi je ne suis pas prof de tout. Je ne connais pas suffisamment ces tendances et expériences d'Amérique latine, mais je crois que tout ce qui va dans ce sens, comme vous venez de l'exposer, mérite qu'on le regarde de très près, d'une façon sérieuse et positive. Hein. Comment pousser? Parce que je crois que la déconnexion, ce n'est pas un grand dictateur éclairé qui la déclare et la met en œuvre. C'est un processus dans lequel il faut que se conjuguent des initiatives très diverses, de base au pluriel, différentes, dans des conditions concrètes, et aussi d'un État, c'est-à-dire d'en haut, hein, du pouvoir, qui leur est plus ou moins sympathique, qui veut aller dans ce sens. Hein. Alors, bon, il faut donc voir ça de très près. Je crois que ce sont des choses qu'il faut voir avec le maximum de sympathie, mais en même temps de sévérité. Hein. Ne pas accepter tout de suite des formules rapides pour être déçu ensuite. Enfin, en Amérique latine, cette idée de développer de plus en plus des échanges locaux, régionaux, et de développer aussi des technologies propres, par exemple le développement d'une vision de souveraineté alimentaire, d'échanges extra-capitaux, enfin d'échanges qui cherchent à reconnaître d'autres formes d'économie qui existent, qui sont préalables au capitalisme même, et qui continuent d'exister ici, et des pratiques d'échange entre les pays qui ne sont pas qui ne se font pas à travers du système monétaire, tout ça. Est-ce qu'on peut associer à la déconnexion? Tout ça aussi, c'est des formes de déconnexion. Le seul reproche que je fais en ce qui concerne l'Amérique latine sur ce terrain, c'est qu'il y a beaucoup de rhétorique et peu d'action, jusqu'à présent. Beaucoup de rhétorique. Oui. Mais
Ah, parle un peu plus, comment? Beaucoup de rhétorique, on parle beaucoup des échanges sud-sud, on parle beaucoup ALBA, etc. Hein. Bon, mais qu'est-ce que... On parle la monnaie commune, le souk, etc. Où en est-on? On avance à très petits pas. Très, très petits pas. Enfin, je vois l'Amérique latine qui est en train de commencer à desnéolibéraliser, on dit ici, et qui vient d'avoir tombé très bas durant le néolibéralisme, où nous avons perdu, dans le cas de l'Équateur par exemple, même les références monétaires. Il y a eu 2 crashs de la banque, enfin tous les problèmes inhérents au néolibéralisme et au capitalisme. Et de là, la possibilité de faire une proposition économique autochtone ce n'est pas un changement important dans le temps, parce que, disons, nous avons fait ça dans 5-10 ans, pas plus. Comment vous voyez ça? Pourquoi j'essaie toujours de regarder avec le maximum de sympathie, parce que les intentions sont parties d'esprit progressiste et d'une vision sympathique. Hein. Mais en même temps, je crois que il faut être sévère. Hein. Est-ce qu'on va au rythme du défi? Oui. Soyez sévère, on est intéressé à entendre. Bon, je comprends très bien l'argument concernant, par exemple, la dollarisation en Équateur, que la faillite de la gestion d'une monnaie nationale dans le néolibéralisme est telle que le peuple était la victime de cette gestion nationale et qui préfère encore le dollar, qui donne une certaine stabilité au prix et au salaire, un retour à une monnaie nationale. Je comprends très bien cet argument. Mais c'est un argument qui n'a pas d'avenir. Sans monnaie nationale, la marge de gestion de choix économiques est très limitée. Donc il faut avoir une stratégie quand même à plus long terme. Bon. Et le souk et la monnaie collective, la monnaie commune, ne peut pas être efficace si elle n'est pas fondée sur des gestions acceptables de monnaie nationale. Dans les cas, par exemple, dans certains pays du processus de révolution en Amérique latine, en particulier l'Équateur et la Bolivie, nous avons défini nos pays comme pays de diversité économique, de diversité productive, et dans le cas de l'Équateur comme des pays qui sont bâtis sur un système d'économie populaire et solidaire. Et dans ces circonstances, pour bâtir cela, ou pour rebâtir, puisque nous sommes des peuples et nationalités diverses, et pour rebâtir cela, est-ce que c'est transcendant, c'est important l'idée d'avoir une monnaie, par exemple, puisqu'il peut y avoir d'autres formes d'échange qui ne sont pas toutes articulées au marché ou au secteur financier. Mais même si... Non, je crois que une économie de ce genre, avec des économies locales diverses, etc., fondées à des degrés divers sur des principes de collectivité et de solidarité plutôt que de concurrence, le principe est très sain. Je souhaite que ça avance dans ce... Bon. Mais est-ce que ça peut se passer de gestion macroéconomique nationale et donc d'une monnaie? Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas non plus que ce soit un assemblage parce que ça peut être récupéré, c'est récupéré en partie, ça pourrait être récupéré par le discours sur la gestion, moi je l'appelle la gestion de la paupérisation, mais il dirait réduction de la paupérisation à travers le développement de la société civile, etc. etc. Le discours nord-américain là-dessus. Bon. Alors, je crois qu'on ne peut pas sauter l'échelon national. L'échelon de l'État. Et l'État a besoin d'abord de créer des infrastructures, de donner à ces économies locales des soutiens, de repenser beaucoup de réponses à des problèmes sociaux concernant l'éducation, la santé, les droits, le logement, etc. À partir de cela, mais il y a besoin d'une politique nationale. Et qui dit une politique nationale dit, entre autres, c'est pas le seul,
l'instrument monétaire. Non. Dans le XXe siècle, nous avions une idée du changement ou de comment acheminer la révolution vers le socialisme à travers d'articulations partisanes concrètes. Oui. Et par la suite, il y a eu une période, du moins ici, en Amérique latine, où il y a eu une émergence des mouvements sociaux qui se sont d'une certaine manière détachés de la politique pour devenir des reivindicateurs des questions sociales et dans certains cas même des exécuteurs des politiques sociales. Maintenant, on arrive au XXIe siècle avec la réémergence d'un sujet qui était d'une certaine manière négligé dans cette période, peut-être dans ces cinquantaines d'années, qui est le peuple. Oui. Et dans ce peuple, il y a cette hétérogénéité d'acteurs. Oui, oui, oui. Comment on peut envisager un changement vers le socialisme avec ce que nous avons maintenant? Qu'est-ce qui est possible? Écoutez, à travers les luttes, dans les luttes, les peuples, les segments de peuples inventent leur forme institutionnelle et leur forme de relation entre elles. Hein. Moi, je n'ai pas de blueprint à l'avance. Hein. Je crois que la forme partis relativement centralisés, et tous les partis ouvriers dans la tradition ancienne, même ceux de la Deuxième Internationale, hein, avant 1914 et après 1914, étaient des partis très centralisés, pyramidaux, et les partis communistes encore davantage. Hein. Bon. A été une formule qui a été efficace en son temps, parce qu'elle répondait à une certaine structure sociale, à certaines caractéristiques du prolétariat, notamment la concentration dans des lieux de grande concentration, grandes usines, etc., etc., et à certaines formes le niveau moyen d'éducation. C'était le primaire. Hein. Maximum d'éducation, c'était savoir lire et écrire. Le primaire. Alors cette forme a été efficace, elle l'a prouvé, que ce soit comme force révolutionnaire, révolution communiste, hein, ou que ce soit comme force social-démocrate qui a imposé au capital de vraies concessions, des concessions majeures. Hein. Bon. Elle est dépassée. Elle est dépassée d'une part à travers le capitalisme des monopoles généralisés, la diversité des conditions d'exploitation indirectes par le capital, donc de statut du travail. Il y a le travailleur de base dans le monopole, il y a le travailleur les travailleurs dans les industries de sous-traitance, il y a les travailleurs en aval dans la commercialisation, il y a etc. Donc il y a toute une gamme. Dans mon papier sur l'audace, je donnais un exemple de comment on pourrait imaginer une gestion socialisée. C'est-à-dire avec, par exemple, en prenant l'exemple de l'agriculture, une organisation des paysans, des producteurs, une organisation des travailleurs des industries qui fournissent les inputs, une organisation des travailleurs qui font la commercialisation, les citoyens comme consommateurs, mais comme citoyens aussi le niveau local, puisque des problèmes comme l'éducation, la santé, le logement, le transport, c'est local, articulé. Donc, un directoire, je disais, des directoires composites. Alors, on peut institutionnaliser les formes de la négociation. Alors, pourquoi ne pas, je pose la question simplement, hein, je ne donne pas la réponse, à travers les luttes, amorcer cette institutionnalisation de voilà comment nous travaillerons ensuite, ensemble. La majorité du monde n'est pas encore arrivée à ce terme d'audace que vous nous parlez maintenant. Comment acheminer un processus qui nous amène à éveiller cette audace? Moi je dis que, justement, j'ai employé cette expression de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Elle n'est pas de moi, c'est bien connu, hein, mais enfin, elle convient à la situation. Les moments révolutionnaires sont rares et courts dans l'histoire. Et c'est à ces moments, s'il y a des initiatives audacieuses,
elle gagnera très rapidement. Elle gagne très rapidement. Je ne suis pas du tout choqué si on me dit aujourd'hui les communistes en Équateur ou en Égypte sont une petite minorité qui en cas d'élection générale n'auront rien du tout, etc. Oui, et alors, s'ils ont de l'audace, mais pas seulement de l'audace rhétorique, hein, l'amorce d'action, ça fait boule de neige très vite. On peut prendre 3 exemples, 4, 5 exemples, 10 exemples dans l'histoire, comment l'audace a été payante. Hein. Celui qui a dit de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Hein. Bon, ça a donné la convention en France, la convention montagnarde, et vraiment la transformation d'une vision réformiste, d'une monarchie à l'anglaise, etc., hein, en un mouvement populaire. Lénine, quand le... Écoutez, regardez l'histoire des partis communistes qui sont arrivés au pouvoir. Hein. Ils sont arrivés au pouvoir dans un temps très court. Le parti bolchevique se constitue formellement en 1897. 1905, 7 ans après, il y a une première révolution. Et 7 ans ensuite, la deuxième. On attend 20 ans. Le Parti communiste chinois, quand se réunit à Shanghai avec Mao, entre autres, hein, ils étaient 20 pour un pays comme la Chine. Hein. Bon. 6 mois après, ils étaient quelques centaines, quelques milliers. Quelques années après, ils étaient à la tête d'une petite armée de libération locale. Regardez Fidel Castro. Hein? Bon, regardez, donc, dans l'histoire, les victoires sont très rapides ou elles n'existent pas. Mais un parti communiste qui se met au frigidaire pendant 50 ans, en attendant le moment propice, bon, il est glacé au frigidaire et c'est fini. Mais maintenant, vous disiez au début, l'originalité de ces moments, c'est cette mondialisation extrême. Oui. Comment amener un processus comme ceux que vous venez de décrire, qui sont plus circonscrits à des réalités nationales? Maintenant, nous devons... Oui. Nous avons des forces plus transnationales, nous avons des Parce que l'allié objectif potentiel existe maintenant, dans ce sens que, avec le capitalisme des monopoles généralisés, les monopoles généralisés au centre même, aux États-Unis, en Europe et au Japon, sont obligés, s'attaquent d'une manière physique, hein, réduisent les conditions de vie, le processus de paupérisation, et pas seulement pour les classes populaires, mais également pour les classes moyennes. Et il y a donc un sentiment de révolte. L'éclatement de la zone euro fait partie de cela. Donc il y a là aussi un potentiel d'alliés qui n'existait pas il y a 20 ans. Quand, au moment des luttes de libération nationale de l'après-deuxième guerre mondiale, ces luttes de libération nationale étaient soutenues par l'Union soviétique en tant qu'État, moralement soutenues par les partis communistes. Mais l'opinion occidentale, ça n'intéressait pas. Maintenant, est-ce qu'il est possible de penser à une sorte de nouvelle internationale maintenant dans le monde? Et puis, quelles caractéristiques elle pourra y avoir maintenant dans ces... C'est pour ça que j'ai parlé de la 5e internationale, parce que je pense que la possibilité, les conditions objectives pour un bloc hégémonique alternatif anti-monopole au centre et anti-comprador dans les périphéries existent. L'histoire des 8 heures de travail, quand Marx lui-même avait vu que la revendication des travailleurs, c'était surtout en Angleterre et en France à l'époque, pour la limitation de la journée de travail, était un axe central. Et Marx lui-même a pensé un objectif stratégique commun des classes ouvrières pour être la journée de 8 heures. Et c'est devenu un mot d'ordre. Donc il y avait aussi la première internationale à cette époque, qui a été un lieu où ça pouvait être discuté, et même si à l'époque la première internationale, les organisations qui la constituaient étaient des organisations très marginales, on dirait aujourd'hui des chapelles, hein, et des groupuscules, leur mot d'ordre
est devenue, avec la Deuxième Internationale, en 1883 ou 85, je ne sais plus, vraiment une grande victoire ouvrière. Mais est-ce que c'est possible, par exemple, de penser à ces alliances sud-sud? Est-ce que c'est rhétorique? Est-ce que c'est viable? Non, c'est viable. Comment on peut le voir? C'est viable, il faut le voir, et il faut le voir à tous les niveaux. Il faut le voir au niveau des États, c'est-à-dire des arrangements qui renforcent la capacité des États à résister à l'agression du capitalisme des monopoles généralisés impérialistes. Mais ce sont des négociations et des compromis qui tiennent compte des intérêts divergents. Il faut le voir au niveau des connexions entre les revendications des mouvements populaires en termes de réorganisation des systèmes productifs, en termes de démocratisation de la société, donc de leur donner de leur offrir non pas des lieux de rencontre pour pouvoir échanger les expériences, formule Forum social mondial, mais beaucoup plus pour pouvoir déterminer ensemble des stratégies avec des objectifs stratégiques communs. Cette implosion du capitalisme, quelle dimension peut prendre maintenant? Mais elle est en train de prendre une dimension gigantesque. Moi, je parie que d'ici quelques mois, années, on ne parlera plus de l'euro, on ne parlera même plus de l'Union européenne. Je parie que, je ne sais pas, d'ici quelques années, nous aurons une multitude de guerres qui s'enfoncent dans le chaos. On aura tout ça en même temps, on l'a déjà. Une très longue transition des éléments de capitalisme, bien sûr que oui.